Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très loin du micro, donc si vous ne m'entendez pas, c'est pas de ma faute. Merci d'être ici, merci de l'invitation. Demander à un économiste de parler du futur, c'est un peu dangereux. John Kenneth Galbraith plaisantait que les départements de prospective économique existent précisément pour rendre plus respectable l'astrologie, par comparaison sans doute. De fait, le FMI a un département de prédiction qui emploie des centaines d'économistes éminemment qualifiés. Beaucoup sont formés dans mon département. Et pourtant, comme l'avait montré un article de The Economist, du magazine The Economist, leurs prédictions de la croissance future ne sont pas beaucoup plus correctes que ce qu'on en obtiendrait, soit en tirant un dé, soit en déclarant que la croissance ne change pas, ou que c'est toujours 4%. De fait, le FMI a tendance à voir la vie en rose et à rater systématiquement les récessions. Cela d'après une étude d'un économiste du FMI lui-même. Même quand on est déjà au milieu d'une, même 6 mois dans une année de récession, le FMI pense encore que la récession n'aura pas lieu. Alors ces économistes en cravate, ceux qui vont sur les plateaux de télévision pour nous parler doctement de ce qui va se advenir de l'inflation, par exemple, du cours de la bourse, ils n'en savent rien. Et moi non plus. J'ai une excellente carrière à répondre à ce type de questions que je ne savais pas. Ce n'est donc pas étonnant, puisque c'est souvent l'image qu'on a de l'économiste, c'est celle de quelqu'un qui va faire des prédictions, qui parle de ce qui va se passer, et souvent ce qu'on lui demande aussi. Ce n'est pas étonnant que les économistes soient les experts les moins respectés sur leur domaine de compétences, moitié moins que les météorologues. 25% des gens font confiance aux économistes sur l'économie. La question sur ce que pensent les économistes du baseball n'est pas posée. Et 50% des gens font confiance aux météorologues sur la météorologie. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les professions académiques, donc les gens dans ce même sondage, d'autres professions sont mentionnées. Les personnes les plus respectées sont les médecins et les infirmières, mais les académiques les plus respectés sont les historiens. Apparemment, il est plus facile d'être pertinent quand on parle du passé que quand on parle du futur, mais peut-être c'est parce que le passé ne peut pas revenir pour se plaindre. Alors, est-ce qu'on peut dire que les économistes n'ont rien à voir avec le futur et ne devraient pas s'en préoccuper? Certainement pas, mais les méthodes traditionnelles d'engagement ne sont pas les bonnes. On l'a vu, je viens de le dire, nous sommes incapables de prévoir, mais il est également bon de rappeler que nous ne sommes pas en mesure de contrôler le futur non plus. Longtemps, les économistes ont recherché le secret de la croissance économique. Que faire pour assurer une croissance plus rapide? Quelle est la recette magique? Nous savons aujourd'hui, dans notre profession, ce n'est pas une vision iconoclaste de l'économie, c'est la vision standard, nous savons aujourd'hui que nous sommes absolument incapables d'expliquer pourquoi certains pays croissent plus vite que d'autres, ou pourquoi certains pays, à certains moments, ont des épisodes de croissance, puis reviennent à des croissances plus faibles, puis repartent. C'est quelque chose que statistiquement, nous ne comprenons tout simplement pas bien, et aujourd'hui, il y a un consensus sur cette question. Donc, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette magique de la croissance rapide, il n'y a pas non plus de recette magique pour éradiquer la pauvreté, qui est mon sujet. Il n'y a pas de solution magique non plus pour arrêter le réchauffement de la planète. Il n'y a pas une technologie magique qui nous permettrait de continuer à vivre comme nous le faisons, mais avec de l'énergie plus propre ou plus verte. Pour préparer le futur, que pouvons-nous faire donc? Ce que nous pouvons faire, à mon avis, c'est d'essayer d'améliorer les choses qui sont à améliorer ici et maintenant. Donner à manger à ceux qui ont faim, un logement à ceux qui n'en ont pas, lutter contre les maladies qui peuvent déjà être prévenues par des vaccinations ou des gestes thérapeutiques simples, s'assurer que tous les enfants du monde aillent à l'école et y apprennent quelque chose. Certes, c'est moins chic que de se préoccuper, comme certains philosophes du mouvement Effective Altruism, de l'ensemble des générations futures, un futur qui n'en finirait pas. Si c'était cette question qu'on se posait, si on se préoccupait du très très long terme, alors les priorités seraient fort différentes. Car pourquoi dépenser des ressources à aider par exemple un enfant africain quand on pourrait potentiellement sauver des milliers d'enfants
dans un futur, dans 100 ans, ou dans 200 ans, ou dans 300 ans, si la valeur que nous donnons à ces générations est la même que celle que nous donnons aux gens d'aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que dans le long terme, nous serons tous morts. C'est ce que Keynes disait. Et cette boutade n'est plus drôle du tout quand on pense aux enfants qui meurent aujourd'hui de maladies qui auraient pu être évitées. Pour préserver le futur, sachons ouvrir les yeux sur les besoins du présent. Merci.